Professeur de piano, Olivier habite avec sa famille dans ce manoir près de Lisieux en Normandie, l'endroit idéal pour composer. C'est une barcarolle que j'ai écrite il y a une dizaine d'années, ça. Quand il ne joue pas, l'artiste a une autre occupation encore plus prenante. 3000 mètres carrés de terrain à entretenir. Le jardinage, c'est comme le ménage. C'est... Dès qu'on n'avance pas, on recule, quoi. 15 jours sans s'en occuper, ben voilà, les herbes, elles font 40 cm de haut. Tondre, élaguer, désherber, Olivier ne ménage pas ses efforts pour conserver un jardin impeccable. Mais il y a une ombre au tableau. Cette haie mitoyenne au fond de son terrain. Un amoncellement anarchique de végétation sur 7 mètres de large et 50 mètres de long. Le pianiste reproche à ses voisins de ne pas débroussailler de leur côté depuis plusieurs années. Bon, d'abord, c'est dégoûtant. Voilà, c'est des ronces, voilà. Et si on ne fait rien, dans 2 ans, vous revenez, le roncier, il est de nouveau jusqu'au noyer. Et dans 10 ans, on n'a plus de jardin. Sur le sphère, c'est comme ça. Problème, ses voisins, un couple d'agriculteurs refuse catégoriquement de prendre à leur charge l'entretien de la haie. Le conflit va tourner à l'affrontement entre 2 mondes que tout oppose. Le monteur, c'est une onde. Elles sont venues. Mais on serait tous les deux. J'en ai retiré 6 mètres. Tous les deux, après. tu poserais plus. Voilà. Vous êtes tous des citadins, remarquez, qui voulaient commander les agriculteurs. Arrêtez. Partout en France, des voisins se livrent un combat quotidien. Comme dans le Vaucluse, où Émilie a vu apparaître à l'arrière de chez elle un mur de 7 mètres de haut qui lui gâche la vue. Avec d'autres riverains, elle se bat pour obliger son nouveau voisin Jean-Marie à le démolir. Comment est-ce qu'on peut faire ça en plein milieu d'un village, sans demander l'accord de qui que ce soit? C'est invraisemblable. À Abzac, en Gironde, c'est un élevage canin qui empoisonne la vie de Johnny. Aboiement de jour et de nuit, insalubrité. Audrey, la propriétaire, s'est mise à dos une bonne partie du village, mais elle refuse de se laisser intimider. Il n'y a personne chez qui on envoie les gendarmes, il n'y a que chez toi en fait. Donc si on les appelle, c'est pas pour te faire chier, c'est parce qu'on ne dort plus, quoi, je veux dire. Enfin, dans l'arrière-pays niçois, Antoine, 80 ans, est empêtré dans un conflit ubuesque. Depuis 15 ans, son voisin entrepose des épaves au bord de cette rivière et empêche plusieurs riverains d'accéder à leur terrain. J'ai été emmerdé dans la vie, mais pas comme ça. Hein. Ils mènent une bataille juridique pour retrouver leur droit de passage et mettre fin à un scandale écologique. Pendant plus d'1 an, nous avons suivi ses voisins au bord de la crise de nerfs. Édifiant, franchement, c'est un truc de malade. Près de Lisieux, Olivier est bien décidé à obliger son voisin agriculteur à débroussailler son côté de la haie. Ben là, il faut qu'il nettoie tout ça. Hein. Donc tout ça, ça doit partir. Le roncier, ça doit partir aussi. Et vous lui avez demandé de le faire? Ah oui, bah bien sûr. Alors, envoyé une lettre recommandée qu'il n'a même pas reçue. C'est-à-dire qu'elle est revenue à la maison avec refus de réception. Voilà. Il n'y a pas moyen de parler directement avec lui. Il se fâche tout de suite. Bon. C'est là. Pour rétablir le dialogue, Olivier a fait appel à Lionel Fleury, conciliateur de justice. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur Fleury. Comment allez-vous? Voilà, ça va? Ça va et vous? Des conflits de voisinage. Ce bénévole en a réglé plus de 50. Bon, ben, je vous suis. Mais celui-ci va lui donner du fil à retordre. Donc, Voilà la fameuse haie. Voilà la fameuse haie. Non, mais qui nécessiterait effectivement un léger nettoyage. Alors le problème qu'il y a, c'est que comme on ne sait pas exactement où est la limite entre les deux, on ne sait pas très bien à qui ces végétaux appartiennent. Difficile d'y voir clair, car la végétation a totalement enseveli la limite de propriété.
Et c'est tout du long comme ça? Apparemment, oui, oui, oui. Et sous les broussailles, il y a même 2 clôtures différentes. Ah oui. Donc ici, voilà, on voit le grillage ici qui a été rajouté et effectivement, il y a un poteau qui est 50 cm plus loin, qui vraisemblablement correspondait à la limite de l'époque. Impossible donc de déterminer qui doit débroussailler quoi et surtout qui doit payer. Oui, du coup, le statut, par exemple, de ce bois mort à déblayer, on ne sait pas chez qui il est. Voilà. Donc qui en est responsable, c'est le fond du problème. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait que vous commenciez par demander un bornage. Un géomètre va devoir délimiter précisément les terrains, en se basant notamment sur le cadastre. Des barbelés, oui. Une intervention qui peut coûter jusqu'à 5 000 €. Je trouve que c'est un petit peu absurde d'être obligé d'en arriver là, mais il faut bien trancher. Hein, donc, bon, l'argent qu'on mettrait là-dedans, je préfère le mettre à déblayer la haie, quoi. Hein, et puis en réaménager une nouvelle, mais bon, s'il faut passer par là, on passera par là, c'est tout. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas question que ça reste comme ça. Ça, c'est certain. Avec ce bornage, le conciliateur espère pouvoir départager les 2 voisins. Mais la suite va s'avérer plus compliquée que prévu. Si la nature est à l'origine de certains conflits de voisinage, les constructions humaines peuvent aussi mettre le feu aux poudres. À Caron, petit village du Vaucluse, l'horizon d'Émilie, infirmière et maman solo de 3 enfants, s'est rétréci il y a quelques semaines. Je vais vous montrer ce que ça donne. Un mur de plusieurs mètres de haut a été bâti juste derrière chez elle. On ne peut même pas étendre nos 2 bras. C'est froid, c'est oppressant, c'est monstrueux. C'est un mur de prison. Ça fait un peu cette sensation-là. Ce mur a été construit en quelques semaines par un voisin qui ne l'a pas informé au préalable. Il a racheté le terrain qui surplombe la maison d'Émilie et cet immeuble afin de le rénover et d'y construire une quinzaine de logements neufs. Avant les travaux, il y avait à la place du mur une simple pente couverte de végétation. Avant, il y avait des plantes, un talus végétalisé avec des arbres, des fleurs. J'avais mis quelques plantes aussi. C'était un endroit reposant. Voilà. Et maintenant, on a du béton froid. Le mur est bien construit sur la propriété du voisin, mais c'est sa hauteur qui dérange plusieurs riverains. Dans sa maison, Magali, institutrice, jouissait jusqu'ici d'une terrasse agréable. Mais avec ce nouveau vis-à-vis, elle a peur de bientôt ne plus se sentir chez elle. Du coup, c'est toi qui commences? Non, c'est toi. D'accord. Je vais avoir des gens qui vont regarder par-dessus les barrières et on va avoir une vue plongeante chez nous. Voilà. Donc là, la tranquillité qu'on avait avant, parce que c'était une espèce de végétation très dense. Et puis c'était beau, le visuel était beau. Là, c'est moche, c'est affreux. À peine le mur achevé, Magali et sa voisine Émilie ont décidé de se battre contre ce voisin bâtisseur. Et en allant se plaindre à la mairie du village, leur colère est encore montée d'un cran, car le mur n'apparaît pas clairement sur le permis de construire. Je lui en veux parce qu'il a fait ce projet sans autorisation, sans demander concertation, sans rien. Même la mairie a été complètement occultée dans l'histoire. Comment est-ce qu'on peut faire ça en plein milieu d'un village sans demander l'accord de qui que ce soit? C'est invraisemblable. Suite aux protestations des riverains, la mairie a décidé d'interrompre le chantier le temps de clarifier la situation. Un coup dur pour le petit promoteur à l'origine de ce projet de rénovation, Jean-Marie, car les travaux étaient presque terminés. Donc là, on est à l'entrée du bâtiment E. À ce niveau, il y a 2 appartements. Et je vais vous montrer les étages supérieurs. Dans ce bâtiment, plusieurs appartements sont déjà vendus, mais ne pourront pas être livrés comme prévu à leurs propriétaires. Là, on donne sur un dégagement, une chambre. Et ici, un séjour, cuisine, avec vue sur le mont Ventoux et les monts du Vaucluse.
C'est un peu un tsunami. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Financièrement, vis-à-vis du déroulement du chantier, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que, bon, ces messieurs-dames là qui se sont portés contre veulent le faire démolir. Vous êtes dans quel état d'esprit là? Mal, très mal. Jean-Marie reconnaît une erreur dans le permis de construire et admet qu'il n'a pas tout dit aux responsables de la commune. C'est un manquement de ma part parce que quand on a fait les façades, j'ai été voir l'architecte avec l'architecte conseil de la commune et on s'est mis d'accord sur la couleur des volets, sur la couleur des façades, tout ça. Et pour le mur, j'ai complètement oublié. Voilà. La mairie de Caron lui a donc demandé de déposer un nouveau permis de construire. La décision tombera bientôt. Soit il pourra conserver son mur, soit il sera obligé de le détruire à ses frais, au grand soulagement de ses voisins. De l'autre côté de la France, à 1 heure de Bordeaux, ce petit lac près d'Abzac est la promenade favorite d'Audrey, 38 ans, qui travaille dans le secteur médical. Allô, on y va, allez. Et attend son 2e enfant. Chaque semaine, elle y emmène ses canets corso, de beaux molosses d'une 50aine de kilos qu'elle élève et qu'elle vend comme chien de garde. Allô. Donc là, vous avez Nietzsche, qui est jeune champion de France. Nietzsche, il avait gagné la classe jeune nationale d'élevage. C'est un chien qui a toujours beaucoup plu aux étrangers, y compris aux Italiens, qui a eu beaucoup de succès lors des derniers championnats d'Europe. Alors lui, c'est Estagno. Voilà, c'est un chien qui va avoir 10 ans, qui adore les enfants. C'est un chien qui est extrêmement proche des enfants. Il en est même pénible, tellement il est collant avec les gosses. C'est gratuit, t'aimes bien? En tout, elle en possède une 20aine. Mais son activité d'éleveuse lui vaut aujourd'hui de se mettre à dos la quasi-totalité de ses voisins. Qu'est-ce que t'es jolie! J'ai l'impression que les gens tolèrent les animaux qui étaient déjà en place, donc les ânes qui arrivent à faire du bruit régulièrement, fort en plus, un âne ça s'entend loin, et que tolèrent les poules, ils tolèrent les vaches, tout ça, mais les chiens ils tolèrent pas. Les chiens ils ont un look impressionnant, donc on se dit qu'ils sont gênants et qu'ils sont éventuellement dangereux. Tout commence il y a 5 ans, quand Audrey trouve un terrain à louer près de ce hameau d'une 100aine d'habitants. Elle débarque avec ses chiens et installe son chenil à la lisière de la forêt. Mais à une 100aine de mètres, il y a la maison de Johnny, commercial à la retraite. Voilà, moi ça fait 40 d'années que j'habite dans le coin, donc tout était calme, bien, des voisins sympas. Et puis vous avez allez, pour être gentil, j'ai appelé ça un élevage. Depuis plusieurs mois, il enregistre les aboiements. D'après lui, un rien ferait hurler la meute, parfois pendant plusieurs heures. Un chien, ça jappe quand il a envie, c'est toute la journée, toute la nuit. Donc la nuit, on n'entend que ça, quoi. Quand ils ont décidé d'aboyer, en fait, vous avez... quelquefois, il a été jusqu'à 30 chiens là-dedans, en fait. Alors, je ne sais pas si on peut s'imaginer le brouhaha. Ça joue aussi sur le physique des gens, le mental des gens. En fait, il y a un moment, quand vous ne supportez plus, vous devenez très, très agressif, vous ne dormez pas. Ça fatigue. Vous ne pouvez pas vivre continuellement avec des nuisances aussi importantes. Dans le hameau, près de 30 familles pourtant plus éloignées se plaignent aussi des nuisances sonores et ont constitué un collectif. D'après eux, si les chiens aboient, c'est parce que l'éleveuse ne serait pas suffisamment présente sur place. L'élevage ne me gêne pas. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle n'est pas là, en fait. Elle vient donner des croquettes et de l'eau, 1 fois par jour, et après, pendant 24 heures, il n'y a rien. Mais cet après-midi, surprise, Audrey débarque en pleine interview. La nuit, là, c'est un écho, c'est terrible. Terrible. Tu t'en vas, et si jamais ils veulent jouer, ou si tu mets une femelle en chaleur avec un mâle, l'autre il veut tirer un coup aussi, ils vont s'énerver. Combien de fois je t'ai appelé parce qu'ils se battaient? Quand on m'appelle en pleine nuit, que je descends
que je passe des fois une demi-heure, 3/4 d'heure ici chez moi, en pleine nuit, il fait froid, et que j'entends hurler que les chiens de chasse qui sont en haut, ça me fatigue. C'est occasionnel. C'est des chiens de chasse et qui ont une C'est ce grosse que voix. j'aime pas chez toi. Mais il y a des témoins. Mais je sais qu'il y a des témoins. En fait, tu es toujours sur la défensive et l'agressivité. Il n'y a personne chez qui on envoie les gendarmes. Il n'y a que chez toi, en fait. Donc si on les appelle, c'est pas pour te faire chier, c'est parce qu'on ne dort plus, quoi, je veux dire. Tu n'es pas là. Tu n'es jamais là. Là, sur 24 heures, tout au plus, vous êtes là 1 heure. Je vais te dire, toi, c'est idiot. Arrêtez de discuter parce que ça sert à rien. Mais non, mais voilà. Que la mauvaise foi me fatigue. Audrey, elle, a décidé de ne pas se laisser faire. Elle accuse ses voisins de harcèlement et menace de les attaquer en justice. Parfois, certains conflits de voisinage s'éternisent et pourrissent la vie des protagonistes pendant de nombreuses années. Dans l'arrière-pays niçois, sur les bords de la rivière Estéron, ce coin de paradis est devenu un enfer pour Antoine. Ce jardinier à la retraite de 80 ans doit prendre tous les risques pour accéder à son potager. Oui, il faut que je cale là. C'est un marathon. Je peux me tuer, je le sais. Mais c'est ce que ma femme me dit. Toi, un séjour, on te trouve mort là-haut. Elle me le dit toujours. Elle me dit, j'ai dit, tant que j'ai du courage, que je peux, je le fais. Le jour où je ne peux plus, ben, on me trouve là-haut, puis c'est fini, on me ramasse, et puis... En avant. Feu. Antoine possède un terrain de l'autre côté de la rivière. Mais depuis 15 ans, il n'a plus d'autre choix que de traverser à pied, malgré le courant et le fond glissant. Puis il doit encore escalader la rive et marcher 10 minutes pour atteindre sa parcelle de 4000 m² acquise à la retraite, où il faisait pousser des légumes et des arbres fruitiers. Là, je suis chez moi, voilà. Comme il y a longtemps que je ne suis plus venu, eh ben, l'herbe, elle a poussé. Hein. Faute d'entretien régulier, son potager est devenu une jungle. Oui, c'est mes arbres, mais ils ne sont pas soignés, voilà dans l'état qu'ils sont. Il aurait fallu les couper cette année. Je n'ai pas pu venir, voilà. C'est un énorme gâchis. Pour moi, c'est une déception pire que si on m'avait coupé un bras. Si Antoine ne peut plus accéder facilement à son terrain, c'est parce que l'un de ses voisins a décidé de l'en empêcher. Il est là. Il est juste là. L'homme occupe cette parcelle à quelques dizaines de mètres sur la même berge. Autrefois, Antoine pouvait passer par là pour aller sur son terrain avec sa camionnette. Il bénéficiait d'un droit de passage écrit avec l'ancien propriétaire. Mais il y a 15 ans, le terrain a été vendu et le nouveau venu a fermé l'accès avec plusieurs portails et même des chiens de garde sur son terrain. Et surtout, il a stocké des dizaines de véhicules sur la route d'accès, bloquant ainsi toute circulation. J'ai été emmerdé dans la vie, mais pas comme ça. Hein. J'ai eu des emmerdes, d'accidents ou des conneries. Mais avec lui, c'est... Je ne peux pas l'avaler. Je peux pas l'avaler. Cette personne a tout abîmé, a abîmé le quartier. Ces voitures, dont certaines sont jonchées de détritus, exaspèrent tous les amoureux de la vallée depuis des années. Plusieurs manifestations, comme ici en 2017, ont dénoncé cette situation et accusé ce mystérieux voisin de défigurer le paysage avec ses carcasses. Ce jour-là, l'homme avait répondu aux journalistes avec un certain aplomb. Je vous invite à retirer le mot carcasse. Comme vous pouvez le voir, ce sont des véhicules qui sont entiers, qui sont roulants, qui sont assurés. L'homme a pourtant été condamné dès 2011 à enlever ses véhicules et à rétablir le droit de passage.
Mais selon nos informations, il a sans cesse trouvé des moyens d'empêcher l'exécution des décisions de justice. Après 15 ans de lutte, Antoine continue donc à se battre, d'autant que régulièrement, des voitures tombent dans la rivière. Du côté de Lisieux, 4 mois ont passé et la haie de la discorde n'a jamais été aussi touffue. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose de positif. Le bornage demandé par le conciliateur n'a pas eu lieu. On a fait appel à un premier géomètre qui nous a demandé en fait de retirer la haie pour pouvoir effectuer son bornage. Donc c'est-à-dire que en fait le problème était résolu avant même d'effectuer le bornage. Donc on s'est adressé à un autre géomètre qui lui nous a menés en bateau pendant plus de 2 mois. Donc on a décidé d'abandonner l'idée du bornage. De l'autre côté de la haie, ces contretemps ne dérangent pas les voisins d'Olivier. Venez les filles. Regarde là-bas. Venez les filles. Un couple d'éleveurs bovins, Florence et Christian, des amoureux de la nature. Très attachés à leurs bêtes et à leur bien-être. Regardez comment que c'est adorable ça. Ça c'est Léa. On a Italie, ici. Mirabelle, Idéal, Licorne. Alors t'as mon petit pépère. Raser la haie, comme le veut leur voisin, ce serait tout simplement pour ces paysans écolos un sacrilège. Nous, toutes nos propriétés sont faciles à reconnaître. C'est toutes celles où il y a les murriers sauvages. Et alors, les murriers sauvages, c'est les ronces. C'est les ronces. C'est ce qui donne à manger pendant 4 mois de l'année aux oiseaux. C'est incroyable la nourriture que ça donne, ça. La nourriture, il y a quand même aussi il faut savoir qu'il y a des oiseaux qui nichent dedans, style les petites fauvettes. Donc il y a plein d'insectes pollinisateurs, enfin butineurs, qui vont se nourrir là-dessus. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que les oiseaux qui viennent se nourrir de ronces. Vous avez aussi des petits mammifères. Cela fait 8 ans que Florence et Christian sont voisins d'Olivier, le pianiste. Plus qu'une haie, un monde les sépare. Il n'a pas d'attache avec la nature. Moi, des voisins comme ça, non, je ne peux pas discuter avec eux. Je peux pas. Ils nous aiment pas, nous non plus, c'est réciproque. On partira pas en vacances ensemble, c'est certain. Non, mais c'est lui qui fait la musique et c'est lui qui connaît la partition. Suite à l'échec du bornage, il faut bien trouver une solution. Alors le conciliateur a convoqué les 2 parties à la mairie. Paysans et pianistes vont-ils enfin réussir à accorder leur violon? Ce que je voudrais, c'est que vous parliez chacun à votre tour calmement. C'est monsieur Bouet. Une autre voisine s'est invitée à la conciliation, fâchée elle aussi à cause de la haie. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose et surtout aller vers une proposition? Il y a quelques jours, Olivier a déniché un article de loi qui pourrait bien servir ses intérêts, un nouvel angle d'attaque contre ses voisins. Dans le code rural, les ronciers doivent disparaître dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments. Et donc là, la haie, elle touche carrément mes dépendances. Donc, à 50 mètres autour des bâtiments, il ne peut pas y avoir de ronciers. Bon, ok. Monsieur Chauvin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelles sont vos réactions? Quand on est en Corse, on vit comme les Corses. Mais quand on est à la campagne, on vit comme à la campagne. Vous supportez le clocher, vous supportez le coq, vous supportez l'âne et vous supportez les grenouilles. Oui. Moi, j'habite à 2 minutes de l'école, à 1 minute de la boulangerie. Je suis pas à la campagne. Je suis pas à la campagne. J'ai acheté une parcelle, j'ai acheté une maison en ville, dans un village. Presque à néant, La conciliation tourne au dialogue de sourds. Alors le paysan revient sur une offre qu'il avait faite il y a quelques mois, basée sur un devis de débroussaillage. Nous, on a fait une proposition. Ça valait à l'époque 1 200 €. Il y avait 600 €. On avait signé notre partie, 600 €. Pas question pour lui de tout payer. Il propose de partager les frais à 50-50. La balle est maintenant dans le camp d'Olivier.
Je ne suis pas contre votre devis, mais il n'est pas suffisamment précis. S'il est en l'état, c'est niet. Je ne paye pas pour un truc qui n'est pas précis. Parce qu'après, vous allez me faire payer, ça ne va pas correspondre à ce que je veux, et puis vous allez me dire, ah bah vous avez signé. Non, je veux un truc précis. Qu'est-ce qu'on fait à cette haie? Alors, vous la décalez d'1,50 m, et comme ça, vous avez un couloir d'1,50 m que vous entretenez pour que ça ne vienne jamais chez moi. Ça, c'est votre problème, je veux bien. Mais il n'est pas question que votre haie se termine à ma clôture et que régulièrement, je sois obligé de nettoyer dans mon jardin la haie qui vient de chez vous. Et on fait un broyage régulièrement. Ça fait 8 ans que j'habite là. Vous n'êtes jamais passé. Vous voyez le bazar qu'il y a dans mon jardin? Non mais vous êtes comique, quoi. Malgré les tensions, un compromis semble à portée de main. Un nouveau rendez-vous est donné à proximité de la haie dans quelques jours pour peut-être finaliser un accord. Dans le Vaucluse, le conflit de voisinage tourne à l'orage pour Magali et son mari Jérôme. C'est encore vachement avancé, là. C'est édifiant, franchement, c'est un truc de malade. Quoi, ça a poussé encore? Bien sûr que ça a poussé encore, Mag. Tu vas voir, tu vas halluciner. Plusieurs mois après sa construction, le mur du promoteur n'est plus seulement un problème esthétique. Le couple s'inquiète désormais pour sa sécurité, car selon lui, l'ouvrage se détériore rapidement sous la pression de plusieurs tonnes de terre. C'était vraiment tout propre. Là, maintenant, il commence à se décrocher de là. Donc là, on voit que ça a tout cassé. Ça a cassé le joint de dilatation, il sort. Là, on a un doigt sur la partie basse du mur. Il y a un doigt de décroché. Et au plus on monte, tout craque, et tout s'avance. Sur la partie haute, il y a presque un décalage de 7-8 cm. Voilà, il y a tout qui se décroche. On a 7 mètres de mur qui s'avancent vers les maisons, là. C'est terrifiant parce qu'on se dit, si on fait rien, mais là, il y a tout qui va tomber. Non, mais on là, peut pas laisser ça comme ça. Le mur, il est neuf, là, quoi. Je veux dire, le mur, il a même pas un an, quoi. En même pas un an, regardez un peu l'écart qu'il y a. Le décroché qu'il y a. On se dit, ça va à la vitesse c'est grande. C'est terrifiant. Avec la météo hivernale, le couple a découvert un autre problème. Quand il y a des orages, je veux dire, c'est un torrent de boue, là, qui sort de l'intérieur du mur et qui se déverse sur tout le bas du mur. Regardez. L'eau passe à travers le mur. Voilà, donc on voit bien la fente. Et l'eau qui passe à travers. Regardez. Pas comme si c'était de l'eau d'évian qui passait à travers le mur. Hein. Hallucinant. La moindre pluie, on se dit, voilà, qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Donc là, il y a vraiment danger. Danger pour les habitants des 6 maisons qui sont concernées. Il ne faut pas qu'il y ait un orage de folie, parce que sinon, le mur, il nous tombe direct dessus. Imaginez qu'il y a des gens qui dorment derrière. Ouais. Face à un tel risque, Magali, Jérôme et les autres voisins ont saisi la justice qui a ordonné une expertise. Mais plus de 6 mois après la construction de ce mur sans autorisation, ils attendent surtout le permis de construire rectificatif de la mairie, qui imposera sa démolition. Retour à Abzac, en Gironde, où le conflit de voisinage autour du chenil d'Audrey continue. L'éleveuse n'habite pas sur place, mais à quelques centaines de mètres. Chaque matin, elle ou une employée doivent venir ici pour s'occuper de la quinzaine de canets corso. Le reste de la journée, les chiens sont sans surveillance. Toute cette surface-là en largeur d'1 hectare, voilà, donc d'ici toutes les ronces là jusqu'au bosquet là-bas aux arbres, plus tout l'élevage, tout ça c'est la propriété privée. Voilà, donc là on est chez moi, c'est une propriété privée, personne n'a le droit à se trouver là, donc là on est à, je sais pas, à peu près 60 mètres de l'entrée et on n'entend pas de bruit, il n'y a pas de chien qui aboie. Le problème c'est que les gens rentrent, écartent les brise-vues, arrachent des brise-vues, regardent et en fait ils viennent sur la propriété privée. Ils font exprès de venir les faire aboyer pour ensuite appeler la gendarmerie pour être sûr que quand la gendarmerie se déplace, les chiens soient encore en train d'aboyer. À l'entendre, ce seraient donc les voisins eux-mêmes qui provoqueraient volontairement les aboiements des chiens. Voilà, donc là on arrive contre la grille. Voilà, et là, ils vous voient, vous êtes étranger, vous avez du matériel, ils commencent à aboyer. Mais on est arrivé contre la grille, quoi.
Difficile pourtant de croire que les voisins viennent ici exprès, toute la journée, et même la nuit. Oui. Pour eux, l'explication se trouve ailleurs. Les canets corsos sont des chiens de garde dressés pour donner l'alerte en cas de menace. Un bisou. Un petit. Et le chenil a beau être à l'écart, il y a du passage. Des promeneurs, des animaux sauvages, des chasseurs. Si jamais il y a une tentative d'intrusion ou des coups de feu contre la clôture ou avec une lampe torche contre la clôture, oui, le chien va quand même essayer de protéger son environnement, son domicile et puis sa propriété, quoi. C'est comme si vous avez un chien chez vous et puis qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'introduire la nuit. Votre chien va aboyer. Voilà. Tu viens ? Viens, cocotte, viens. Voilà. Pour réduire les nuisances et calmer les tensions dans le village, Audrey a consenti à quelques efforts. Voilà. Et le collier est mis pour la nuit. Elle a investi 1 000 € dans une quinzaine de colliers anti-aboiement. Si le chien re-aboie, il y a une petite décharge électrique qui fait taire le chien. Voilà. Mais cela ne suffirait pas à calmer les aboiements d'après les voisins, qui continuent de se plaindre. D'autant que l'élevage d'Audrey pose d'autres problèmes à quelques centaines de mètres de là. Madame Rousseau, commerciale dans le vin, vit en haut du village. Sa famille y est présente depuis 4 générations et ces dernières années, elle se dit envahie par les rongeurs. Voyez ce trou qui est là, ça c'est un trou de rat. Il passe là, et là-dessous, il y a les rats. Ici, il est évident que c'est pareil. Là, je mets des morceaux de tuiles, parce que là-dessous, les rats viennent. J'ai même mis des appâts. Mais on en a tout le temps. Donc ça, c'est fort gênant. Madame Rousseau accuse l'éleveuse d'être responsable de cette situation. Car Audrey loue en fait ce rez-de-chaussée juste à côté. Il sert de nurserie aux chiennes qui ont des petits. Pour Madame Rousseau, cela pose un problème d'hygiène. Allez, comment on fait ? Elle a été vue en train de jeter des crottes dans le fossé qui est en bordure, ainsi que dans la vigne. Effectivement, les excréments des chiens attirent les rats. Dans les excréments, il y a des nutriments, je pense, que les rats recherchent et mangent. À la campagne, il y a toujours eu des rats, c'est normal. Mais là, il y a une prolifération anormale. Donc ça, c'est non. Madame Rousseau assure avoir tenté le dialogue avec Audrey, sans succès. Aujourd'hui, avec ses voisins, elle ne souhaite plus qu'une chose, l'expulser du village. Alors attendez, ce que vous allez voir là, ce sont des photos qui ont été prises par des gens qui passent et qui voient tout ça. En plus des nuisances sonores, ils l'accusent de maltraitance animale et l'ont dénoncé à la SPA, qui a alerté les services vétérinaires de la préfecture. La photo là, ça a été pris au chenil. On voit un chien avec un gros baril plein de crottes. Il suffit de regarder sur le terrain, il y a plein de crottes sur le sol. Mais enfin quand même, est-ce qu'on laisse des excréments depuis plusieurs jours comme ça? C'est infect. C'est dégueulasse. Madame Rousseau disposerait d'une trentaine de témoignages de villageois. Tiens, voilà une qui est intéressante. Je constate les faits suivants. Les chiens sont laissés en cage 24 heures sur 24, c'est-à-dire ils ne sortent pas du chenil, entre parenthèses. Pas de présence humaine pendant la journée et la nuit. Il peut arriver n'importe quoi, personne ne pourra protéger les chiens. Donc tout ça, c'est pas normal. En plus de la maltraitance, les odeurs et l'insalubrité des lieux. Maintenant, si elle vit comme ça, nous, on s'en fiche. Ce que l'on veut, c'est que dans le village, chacun respecte son voisin et ne pose pas tous ces problèmes. C'est inadmissible, inadmissible. Et tout le monde en a marre maintenant. Un dossier d'accusation que le maire a déjà en sa possession. Les villageois espèrent que l'élu mettra fin à leur calvaire. Mais face à eux, Audrey est bien décidée à rendre coup pour coup. Ce matin à Bordeaux, elle a rendez-vous avec son avocat maître Takudju pour définir sa riposte. Alors, je vous avais parlé du dossier et de ce qui se passe dans mon village. Et là, en fait, ce qui a fait déborder un petit peu le vase, c'est... Audrey conteste les accusations présentes dans le dossier.
Donc ici, j'ai reçu en copie les attestations de voisinage, dont beaucoup de faux témoignages. En fait, il se trouve que ça a commencé par une adjointe au maire qui a démarché les habitants du village un par un en prétextant à vouloir faire signer une pétition parce que je maltraitais les animaux. Les chiens sont laissés sans surveillance. Ça s'appelle tout simplement de la maltraitance soulignée. Donc en fait, cette dame-là, qui n'a rien à voir avec la protection animale ni les services vétérinaires, déclare que ça s'appelle de la maltraitance. D'accord, ça je vais les prendre également. J'en ai plusieurs. Hein. Ces gens-là, ils ont accepté de signer un formulaire et de remplir un formulaire, pour beaucoup, en prétextant maltraitance animale, alors qu'ils ne sont jamais venus à l'élevage et qu'ils n'ont pas vu les animaux. Quoi. Et c'est des gens de la commune ou c'est des... C'est des gens du village, oui. Du village, oui. d'accord. Donc on va voir... Pour Audrey, c'en est trop, car ces accusations viendraient selon elle s'ajouter à une longue liste d'actes malveillants. Aujourd'hui, elle se sent victime d'une cabale. Prendre des photos dans la maison, insultes et menaces devant le portail, fracture des boîtes aux lettres, vol de courrier, dégradation des installations. Il y a eu pénétration sur la propriété privée avec l'ouverture des box des animaux. Il y a eu beaucoup de choses, quoi. Je suis une victime facile, je suis une femme seule, j'ai un enfant, je suis enceinte et je pense que c'est facile pour eux. Voilà. L'enjeu, ça va être de pouvoir corroborer en fait, vos déclarations par des éléments tangibles et des éléments de preuve. Et partir sur la qualification donc, pénale d'harcèlement. On ne peut pas céder à la pression des gens sous prétexte que c'est un groupe de personnes, la plupart retraitées, qui agissent en toute impunité. Quoi. Je trouve ça fou. Et si les services vétérinaires... Seule contre tous, l'éleveuse est prête à engager un bras de fer avec la mairie et les habitants d'Abzac. Bien décidée à maintenir son chenil, malgré tout. À Nice, pour Antoine le jardinier, le bras de fer dure depuis 15 ans. Dans son petit appartement du centre-ville, le retraité mène une bataille judiciaire contre son mystérieux voisin qui l'empêche d'accéder au potager qu'il possède dans l'arrière-pays. Voilà, tout ça. Des années de bagarre. Il y a des moments que je m'arracherai les cheveux. Antoine l'a poursuivi pour le refus du droit de passage et pour le stockage sauvage de dizaines de véhicules sur la route d'accès. Mais après d'innombrables procédures qui lui ont coûté l'intégralité de ses économies, c'est le statu quo. Ça m'a rendu malade parce que je faisais que donner de l'argent. J'avais un peu de sous, hop, ça partait. Une fois c'était le tribunal, une fois c'était l'huissier, une fois c'était l'avocat, une fois c'était un géomètre, une fois c'était... Oh. C'est inimaginable, inimaginable. Ah, je suis désespéré. Au bord de la rivière Estéron, le voisin d'Antoine, condamné en 2011, a trouvé la parade. Il a invoqué des vices de procédure et un risque d'effondrement des berges, ce qui a tout bloqué. Et il ne s'est pas arrêté là. En plus d'entasser des véhicules sur sa propriété et sur la route d'accès, il en a également garé sur d'autres terrains qui ne lui appartiennent même pas, comme celui de Joël, entrepreneur à la retraite. Ça a commencé un peu comme ça, 2 voitures, 3 voitures, des motos, Mais faire chez lui, hein. Bon, tant que c'était chez lui, bon, ça... Puis bon, avec le temps, ça a dégénéré de plus en plus, de plus en plus. Donc, arrivé un moment, il a empiété chez les autres. Voilà. Moi, j'avais déposé une plainte comme quoi j'avais des véhicules sur mon terrain. Et la plainte, elle est toujours restée muette. Voilà. Avec le temps, de plus en plus de voitures tombent dans l'eau. C'est la désolation. Avec les crues, les voitures tombent à l'eau. Et puis ça va continuer. La prochaine crue, ce sera celles qui restent, qui vont aller dans le lit de la rivière. Voilà. Pourquoi l'homme entrepose-t-il des dizaines de véhicules et refuse-t-il le passage aux autres riverains? Quel est son intérêt à livrer une telle bataille depuis 15 ans? Ces questions, nous voulons les lui poser. Au téléphone, il se montre d'abord ouvert. Vous êtes là pour solutionner un problème. J'accepte votre main tendue. Je suis en train de résoudre tout ce qui est source conflictuelle, de boucler les boucles pour pouvoir redémarrer une nouvelle vie.
J'accepte votre main tendue. Quand est-ce que vous voulez venir à Gillette? Mais un mois plus tard, le discours change subitement. On est sur zone, donc je voulais avoir un peu de vos nouvelles et savoir si vous vouliez qu'on se voit. Et ça ne joue pas. L'affaire date depuis le 2 avril 2006. Ça peut attendre encore quelques mois. Là, j'ai une priorité, c'est ma santé. Les bagnoles, j'en ai rien à cirer. Les voisins, ils assument. Voilà. Malgré plusieurs tentatives, il ne sera jamais possible de le rencontrer. Mais les défenseurs de cette rivière sauvage ne renoncent pas à le faire plier. Du côté de Lisieux, c'est le début de l'automne. Et peut-être la fin d'un long conflit. Après la réunion à la mairie, le conciliateur a convoqué les voisins et un paysagiste sur place, face à la haie de la discorde. Là, vous avez des épaissis déjà par rapport à la dernière fois. On des épaissis, comme d'habitude, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire quand on est arrivé il y a 28 ans. Le conciliateur espère aujourd'hui mettre un point final à des années de tension. Donc on est en train de regarder de près cette haie. Il faut que chacun mette une bonne volonté, chacun entretient son côté et puis que tout le monde y trouve son compte, c'est tout. Il faut la couper à 2 mètres pour dégager les branches mortes et puis que ça dégage le soleil et puis que tout le monde soit d'accord. Et puis laisser un mur végétal pour éviter la présence des animaux sur la clôture existante. Moi, ce que je veux, c'est retirer complètement le roncier. Après, éventuellement, on fait une haie, effectivement. Hein. Je vois pas comment vous pouvez aller détruire les ronces. À la pelle. Mais même à la pelle, il en restera toujours. Ça filoche dans le terrain, donc ça redémarre. Hein. Bah, c'est bien gentil, mais bon, voilà, il y a déjà un contre-exemple. Ma voisine, elle n'a pas de ronces. Le monsieur au beau, qui a 30 mètres de clôture, il n'a pas de ronces non plus. Alors, pourquoi j'en ai, moi ? Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de ronces dans mon jardin. Hein. Elles sont venues. Oh, le menteur, c'est une honte de Elles sont venues. J'en ai retiré 6 mètres. Tous les deux, tu poserais plus. Voilà. Comme vous n'y connaissez rien à l'agriculture. Je connais comment se comportent les hommes, par contre. Ça, je sais. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Je vais vous dire. Près de Lisieux, la discussion tourne au vinaigre. Le conciliateur est à bout. Moi, vous savez, je ne veux pas me casser la tête indéfiniment. Je vais vous faire un avis de non-conciliation et vous irez au tribunal. Alors, vous allez vous taper un bornage judiciaire, vous allez vous taper une expertise pour savoir d'où viennent les ronces, parce que tant qu'on n'a pas fait le bornage, on ne sait pas d'où elles viennent, donc ça vous entraîne dans des dépenses considérables. Et ça va prendre 2 ans et demi. Ces menaces ne suffisent pas à calmer les esprits. Vous êtes tous des citadins, remarquez, qui voulaient commander les agriculteurs. Mais oui, c'est ça. Je reviens du Nord, j'ai vu des champs. Hein, il n'y a pas un roncier nulle part. Il y a des haies, il y a des clôtures, il y a des haies avec des vraies plantes, pas des ronciers. Voilà, bah, c'est tout. Il faut retourner dans le Nord. Hein. Moi, je vois qu'une solution. Arrêtez. Bon, alors donc, on avait avancé la dernière fois, je vois qu'on a de nouveau reculé. Le couple d'agriculteurs prend alors tout le monde de court. On quitte les herbages. On quitte les herbages. Ah bah oui, oui. On a bien autre chose à faire que de s'embêter avec une poignée de citadins qui veulent réglementer la nature comme ils l'ont décidé. Donc vous faites quoi? Vous abandonnez en fait la terre? On abandonne le bail, chassé par les citadins. Je regrette que ça soit devenu des affaires personnelles qui soient sorties à cette occasion-là, mais c'est pas le but de la conciliation, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà, donc moi je vais vous envoyer un avis de non-conciliation, et puis comme ça vous serez tranquille. La conciliation est un échec. Pas d'autres remarques? D'ici quelques mois, le couple d'agriculteurs quittera ses pâturages qu'il louait depuis 21 ans. Dans le Vaucluse, bonne nouvelle pour Magali et Jérôme. 8 mois après la construction du mur illégal. En route pour la mairie. Ce matin, ils ont été invités à consulter le permis de construire modificatif. La mairie a enfin pris sa décision.
Ce permis, il a été réajusté plusieurs fois depuis tous ces derniers mois. Donc on avait plusieurs fois l'espoir et puis finalement c'était repoussé. Donc là, ça y est, c'est le jour J. Donc, Allez, on y va. Allez. Le couple espère que le mur qui leur gâche la vie va être détruit. Bonjour. C'est Frantini, bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Allez, c'est parti. Donc, j'ai amené le permis modificatif. Ok. Donc ça a été signé le 31. Donc voilà, je vous laisse consulter l'arrêté. Allez. Donc c'est du A3. Alors nous, concernant notre parcelle, donc nous on est ici. Là, le mur qui actuellement arrive à ce niveau-là va être descendu à 2 mètres. Là, le mur qui est brut, il va être habillé en pierre. Et après, il va y avoir un talus en pente végétalisé face aux maisons, en fait. La différence est énorme. Oui. Ah oui. Oui, oui. Non, mais... La différence est énorme. On est d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Les architectes des bâtiments de France ont également fait un certain nombre de recommandations aux promoteurs sur le plan esthétique. Mélange de traitement de pierres apparentes. Bon, ça c'est très bien, avec joints, plantes grimpantes ou retombantes. Très bien. La perception de cette circulation piétonne doit s'apparenter à une circulation de vénel de village. Ça n'a plus rien à voir. Voilà, le projet, ça n'a absolument plus rien à voir. Non, mais puis voilà, c'est quand même agréable. Il va y avoir de la verdure. On n'a plus un mur en béton brut devant les maisons. Et puis au niveau sécurité, je pense que tout le monde va pouvoir bien dormir. Parce que c'est vrai que d'avoir contre sa maison un mur de 7 mètres, les voisins du bas dormaient pas. Hein. Là, ça faisait quelques temps, plusieurs fois, ils venaient nous voir très inquiets. Très, très inquiets. À la sortie, oui, Émilie, coucou, c'est Magali. ils s'empressent d'appeler leur voisine, je ressors de la mairie, qui habite juste sous le mur. Voilà, donc on a pu voir le projet. Bon, ça n'a plus rien à voir, hein. C'est une super nouvelle. Hein. Ah ouais, non, le soulagement. Tu verras, en fait, grosso modo, ça ressemble à ce qu'il y avait avant en termes de paysage, avec un mur de soutènement en pierre à 2 mètres de hauteur. Tu peux passer à la maison, comme ça on te montre le projet en détail. On a les copies du permis. Ok, ça marche, super, à tout à l'heure. Ouais, ciao. Allez, impeccable. Au lieu d'avoir le mur droit, tu vas l'avoir légèrement incliné. Oui. Les riverains espèrent maintenant que le mur sera détruit au plus vite. Les travaux d'aménagement paysager seront à la charge de leur voisin promoteur. Et voilà. Qui va enfin pouvoir terminer son chantier. C'est bon. Après près d'1 an d'attente. À cette petite victoire, belle victoire. Allez, le manque à gagner se chiffre pour lui en centaines de milliers d'euros. À la fin de ce calvaire, on va dire. Ouais. Cette année d'angoisse. Voilà. En Gironde, le conflit de voisinage autour de l'élevage des chiens pourrait bien, lui, se terminer devant les tribunaux. Vous remarquerez l'abondance de courriers quand même. Le maire d'Abzac pense avoir trouvé le moyen de faire fermer le chenil d'Audray, mis en cause par plusieurs de ses administrés. Donc 2019, il y a eu une inspection. Il a découvert que l'éleveuse a reçu 7 avertissements des services vétérinaires de la préfecture ces 5 dernières années. Propreté non conforme. Alors, il y a un détail. Déjection solide enlevée quotidiennement non conforme. Sol et murs nettoyés quotidiennement non conforme. Odeur non conforme. Non conforme, non conforme, non conforme, non conforme. Elle reçoit des mises en demeure. Elle ne les applique pas. Donc, on va fixer des astreintes. Mais ça n'impressionne pas plus que ça. Soit qu'elle les paye, soit qu'elle ne les paye pas. Il y a un moment où j'arrête le jeu et je dis stop. Maintenant, il faut qu'elle parte. Pour arriver à ses fins, l'élu a décidé de mettre la pression sur la préfecture en l'attaquant en justice. C'est le tribunal qui va trancher puisque la préfète fait les constats et elle laisse à chaque fois un moratoire supplémentaire à Mme Guérin pour se mettre en règle. Je n'ai pas de raison de faire perdurer une situation anormale. De l'autre côté des vignes, Audray, la propriétaire du chenil, est scandalisée par la manœuvre du maire.
Parce qu'il ne peut pas porter plainte contre moi, parce que je suis dans mon bon droit et que je fais les choses comme je dois les faire. Donc il a trouvé quelqu'un à attaquer, c'est la préfecture. Les services de la préfecture, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire qu'ils sont venus contrôler. Ils m'ont convoqué. Ils ont demandé de faire des travaux. On a fait une proposition de travaux ensemble. Donc mise en place de bacs récupérateurs d'eau pour les eaux de pluie avec gouttière en PVC. L'éleveuse assure s'être mise aux normes ensuite, à chaque demande de la préfecture. Absence de stéréotypie, de mutilation, comportement des animaux conforme. Déclaré de 49 chiens de plus de 4 mois et ce jour-là, 23 chiens présents lors de l'inspection. Conforme. Implantation, aménagement, intégration dans le paysage. Conforme. Mise en place d'un compostage étanche pour les effluents solides. Conforme. Il reste toutefois un point crucial sur lequel Audrey bute encore. La préfecture lui a demandé de ne plus faire naître les chiots dans son rez-de-chaussée. Ils veulent une maternité en dur. Donc ça, c'est un bâtiment qui coûte 27 000 €, je pense, à réaliser. Donc au niveau du budget, il faut attendre que j'ai les finances un petit peu plus, que je puisse faire un prêt par rapport à ça. L'éleveuse reconnaît qu'elle n'a pas toujours respecté les délais de mise aux normes. Elle est censée verser plus de 10 000 € d'astreinte, mais affirme ne pas avoir reçu les amendes. De son côté, le maire réunit aujourd'hui les membres du collectif anti-chenil, dont Johnny. Quand je vois ce que vous me racontez, préfet, sous-préfet, en fait, on croit que c'est des hommes d'autorité, puis en fait, pour manger des petits fours, ils ne font pas grand-chose. J'en arrive à me demander si Mme Guérin ne bénéficie pas d'une protection particulière, pas forcément au niveau du préfet, mais à un stade intermédiaire, parce que... C'est la même règle pour tout le monde, c'est ça qu'on se rend compte. Non, mais il y a quelque chose qui bloque. Même l'avocat ne comprend pas. Parce qu'il y a un blocage dans le dossier, il y a un truc, dès qu'on arrive à un certain niveau, plaf, ça bloque. Tous espèrent que la justice contraindra la préfecture à faire fermer l'élevage canin. Mais on vous donne... Alors, la plainte a été mal ressentie, vous en doutez bien, mais on s'en fiche pas mal. Et finalement, maintenant, nous attendons le jugement. À Abzac, les tensions pourraient donc durer encore plusieurs mois, voire plusieurs années, en cas d'appel. Des trucs de l'autre monde. Les conflits de voisinage sont parfois sans fin. Et Antoine en sait quelque chose. Dans l'arrière-pays niçois, cela fait 15 ans qu'ils se battent en vain contre l'homme qui a entreposé des dizaines de voitures le long des berges et qui l'empêche d'accéder à son terrain. Mais il pourrait bien avoir trouvé une nouvelle alliée. On n'en voit pas le bout, hein. J'en vois pas le bout. Elle était là en face. Brigitte Sion, conseillère municipale d'une commune de la vallée, s'est emparée du dossier. Alors votre terrain, c'est juste après les oliviers. Après les oliviers. C'est là où il y a le poteau et le cabanon là-bas, vous voyez. Combien de plaintes vous avez déposées? Je les ai à la maison aussi. Je ne peux pas... Une dizaine, plus? Oh, il y a beaucoup plus. C'est un déni pour le paysage et c'est un déni de démocratie, tout simplement. Enfin, les gens n'accèdent plus librement à leur propriété. Où on voit ça? Où ça se fait, ce genre de choses, quoi. C'est juste pas possible. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Je pense que si on ne dit pas haut et fort qu'il faut que ça s'arrête, ben ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Professeur d'histoire géo, cet élu a décidé de mener sa propre enquête sur le voisin d'Antoine et sur les nombreux litiges qui l'opposent aux habitants de la vallée. Il y a un historique long maintenant, très long. Et ça, c'est juste, on peut considérer ça comme une petite compile en fait. Un peu comme si c'était un petit best-of, parce que dans tous les postes de gendarmerie du canton, il y en a au moins 3 fois dans tout le canton, voilà, en épaisseur. Voilà, les procès-verbaux du tribunal administratif, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le procès-verbal d'un constat d'huissier, enfin voilà, on a tout. Le voisin d'Antoine ne se contente pas de se défendre contre les attaques en justice ou les pétitions des riverains. Il est devenu président de sa propre association de défense de l'environnement et tire profit de la moindre faille chez ses détracteurs pour les poursuivre à son tour. Non mais c'est complètement énorme, c'était une vraie association de défense de l'environnement qui existait vraiment, association de la Clave et du Bas-Estéron.
Elle est sous son contrôle depuis 2013 et depuis 2013, c'est juste un outil de conflit, un outil de bagarre avec le voisinage. On a relevé 20 actions en justice que cet assaut a esté contre le voisinage, pour tout, pour rien, pour n'importe quoi. Si un voisin a fait construire un petit cabanon au fond du jardin, si un voisin fait un peu une véranda dans un coin, si un voisin vient se garer comme ci et pas comme ça, c'est comme si c'était notre petit enfer personnel. Plus rien n'a de sens, on vit au royaume de l'absurdité. Pour tenter de faire plier cet homme, Brigitte a mobilisé le conseil municipal de sa commune. Avec d'autres élus, elle a obtenu que la mairie porte plainte contre lui. Bonsoir. Il y a plus d'1 an déjà. Ça va. Vous avez commencé à regarder un peu tout ce qui se passe là-dedans? Oui, on a vu ta proposition de courrier. Elle a proposé au maire de signer une lettre de relance au procureur de Nice, qui ne leur a pour l'instant pas répondu. Non, mais c'est très clair, moi ça me va. Effectivement, depuis le dernier courrier de l'an passé, on n'a pas de nouvelles. On est régulièrement interrogé par les administrés, par les touristes, et on voudrait juste avoir une réponse. Donc, parce que quand même, le temps commence à passer. C'est ce qui est demandé dans ce courrier, donc moi ça me va. On va le proposer aux collègues du conseil, et puis on le signera et on lui enverra. C'est totalement incompréhensible. Moi, je suis élu, j'ai confiance en la justice de mon pays, mais là, visiblement, il y a quelque chose qui n'a pas été fait et qui n'est toujours pas fait. Et cette situation, personne ne la comprend, quoi. En tout cas, tout le monde l'a subie. Nous avons contacté le procureur de Nice, qui assure ne pas lâcher le dossier. Pourtant, à ce jour, aucune des voitures que le mystérieux voisin a entreposées au bord de l'Estéron n'a été déplacée. Et à 81 ans, Antoine n'est pas sûr de pouvoir un jour profiter à nouveau de son coin de paradis.